Je voulais commencer peut-être par vous parler un petit peu de l'hypnose. Alors je ne vais pas rentrer dans une conférence sur l'hypnose, hein. Il y en aurait trop à dire, mais pour celles qui n'ont jamais fait d'hypnose, je voulais vous présenter un petit peu ce que c'était, parce que on entend beaucoup, encore trop d'ailleurs, oui mais j'y crois pas, oui mais ça marche pas, oui mais ça marche pas sur moi, oui mais je suis pas réceptive. Qu'est-ce que j'entends d'autre encore? Bref, on pense encore trop, dans l'esprit des gens, c'est encore trop un peu la baguette magique. Donc il y a ceux qui croient à la magie, et puis il y a ceux qui croient pas à la magie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose n'est absolument pas ni magique, c'est pas un don non plus. Des fois on me dit mais t'as un don? Non, c'est pas un don, c'est une technique qui s'apprend, on se forme à ça. Et c'est une technique qui nous vient d'un célèbre célèbre. Pour moi maintenant il est célèbre, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Qui était Milton Erickson, qui est un psychiatre et psychologue américain du XXe siècle, qui est décédé dans les années 80, donc voilà, on était en plein dans le XXe siècle, quand il a constaté qu'en fait, il arrivait, en se mettant lui-même en état d'hypnose, donc on appelle ça l'auto-hypnose, il arrivait en auto-hypnose à atténuer ses douleurs puisqu'il était atteint de poliomyélite. Et donc il arrivait à atténuer ses douleurs jusqu'à ce qu'il en guérisse par l'auto-hypnose, sans médicaments. Voilà jusqu'où peut nous amener l'hypnose. C'est quand même, moi je trouve ça génial, parce qu'en fait on utilise nos propres ressources pour aller se guérir, aller lever des blocages, aller s'enlever des peurs, soigner des blessures, soigner des traumatismes, des phobies. Je dirais que l'hypnose n'a pas de limite. Pour moi, l'hypnose est illimitée, en tout cas dans ses applications. Après, voilà, en fonction des thérapeutes, il y en a qui choisissent plus ou moins de faire telle ou telle branche, de se spécialiser. Voilà, il y a toutes sortes de thérapeutes après. Donc en fait, c'est une technique qui est effectivement basée sur les neurosciences et qui va venir permettre d'aller parler à votre inconscient. Donc pour vous schématiser grosso modo notre cerveau, vous prenez, c'est vraiment dégrossi, hein, parce qu'on va pas y passer non plus une demi-heure, mais vous pouvez le représenter sous la forme d'un iceberg. Moi j'aime bien cette image-là de l'hypnose. Vous prenez un iceberg et vous avez la partie immergée de l'iceberg représente votre inconscient. Donc c'est 9/10 de votre cerveau, l'inconscient. L'inconscient, il va renfermer tout ce qui est les habitudes, les routines, les réflexes, les peurs, les blocages, comme je vous disais, tout un tas de choses qu'on a dans nos pensées quotidiennes. Donc ça représente 90% de nos pensées quotidiennes. Mais c'est aussi, je veux dire, il renferme pas que des mauvaises choses, l'inconscient. C'est aussi ce qui vous permet de respirer sans y penser. Rassurez-moi, vous ne réfléchissez pas quand vous pensez. Vous n'êtes pas en train de vous dire « j'inspire, j'expire ». Vous n'êtes pas toute la journée comme ça. Bon, ça me rassure. Parce qu'en fait, ça, c'est l'inconscient qui le gère. L'inconscient va gérer les battements de votre cœur, tout un tas de paramètres physiologiques, finalement, que on n'a pas besoin d'y penser pour que ça fonctionne. Sauf qu'il va gérer aussi toutes ces petites choses, ces petites manies, ces habitudes, comme je vous disais, tous ces comportements qu'on ne maîtrise pas, donc parfois dont on n'a pas conscience. Parfois on en a conscience, mais c'est l'inconscient qui gère. Et c'est là qu'arrive, pour moi, la magie, mais dans le sens la magie, le genre de truc, voilà, l'ampoule qui s'allume en fait. C'est-à-dire que on prend conscience que ah ouais, non, ça, j'aimerais bien me sortir de ça quand même. Exemple, en tant qu'ex-fumeuse, quand j'allumais une cigarette, avant, j'y pensais même pas. C'était un réflexe. Je n'avais même pas conscience que je fumais ma cigarette. Et beaucoup de fumeurs vont par exemple vous dire, je fume ma cigarette, mais je me suis même pas... Mais elle est déjà finie, mais je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, ça c'est l'inconscient. C'est-à-dire qu'on a pris des habitudes. Et c'est pareil, voilà, pour les femmes que j'accompagne, avec des compulsions alimentaires, avec du sucre, avec toutes sortes d'addictions, de toute façon, même aux jeux vidéo, c'est une addiction. Et puis, on va faire des associations. Par exemple, on va associer notamment
Je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai publié aujourd'hui un petit texte sur le lien entre le stress et le sucre. Donc, je suis stressée, ou j'ai une émotion qui arrive, ou une angoisse, ou je suis en colère, je vais ouvrir le frigo, ou je vais voilà, allumer une cigarette. En fait, des automatismes qui vont faire que c'est plus fort que vous. Voilà, l'inconscient, c'est ça. L'inconscient, on déconstruira tout ça après, mais l'inconscient, c'est quand vous vous dites « j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Voilà. Donc, quand on veut changer d'habitude, quand on veut... Voilà, quand on veut changer de réflexe ou d'attitude aussi, d'attitude relationnelle, quand on s'énerve trop vite, quand voilà, des choses comme ça fait partie de mécanismes dont vous n'êtes pas, alors j'allais dire vous n'êtes pas responsable, si quand même, votre inconscient c'est vous, mais arrêtez de vous culpabiliser en fait. Par contre, prenez-en conscience, et là, on peut commencer à soigner. Quand on est conscient qu'on a quelque chose qu'on veut changer ou qu'on veut débloquer. Voilà. Donc, comme je le disais, c'est une méthode très très douce, rien à voir avec l'hypnose de spectacle, là où on a les yeux en tourbillon, où la personne peut vous prendre votre téléphone, ou je sais pas, une carte bleue dans le téléphone ou dans la poche. Rien à voir avec ça. Là, on est vraiment sur de l'hypnose thérapeutique. Donc, on est sur de l'hypnose. C'est une technique, comme je le disais, qui est très douce, qui a beaucoup de bienveillance. Les praticiens et les thérapeutes sont formés aussi à rentrer, je dirais, quelque part, on appelle ça en synchronisation. C'est une des clés essentielles pour un thérapeute, pour un bon thérapeute, enfin à mon sens en tout cas, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va synchroniser aussi avec la personne dans le sens où le thérapeute lui-même est en état d'hypnose. Je vous en apprends une belle là. Le thérapeute lui-même est en état d'hypnose. Alors l'état d'hypnose, c'est un état de conscience modifié. C'est l'équivalent. On appelle hypnose égale état de conscience modifié. C'est-à-dire que vous êtes entre la pleine conscience, entre je suis dans l'instant et j'ai conscience de ce que je fais, et le sommeil. L'état d'hypnose, la technique vise à ralentir les ondes cérébrales, donc à ralentir les pensées, à ralentir tout ce qui tourne en boucle là-dedans. Je suis sûre que vous savez de quoi je veux parler. Donc on va essayer d'amener la personne dans un état de détente, de relaxation, qui va faire qu'à un moment donné, on est bien, on est tellement bien. Là, je suis limite en hypnose, ne serait-ce que de le dire. Ce qui fait qu'on va être tellement bien en fait que notre mental et notre partie consciente va lâcher en fait. C'est-à-dire qu'elle va un peu en fait, moi j'aime bien apparenter ça pour donner un petit peu, essayer de faire comprendre aux gens ce que c'est. J'aime bien apparenter ça à un état comme quand on est un peu dans la lune. C'est-à-dire que ça vous est déjà arrivé d'être ailleurs en fait, vous êtes ailleurs. Vous êtes un peu ici mais un peu ailleurs. C'est ça l'hypnose. Et c'est quand même fortement agréable. Quand vous êtes dans la lune et qu'il y a quelqu'un qui vous fait « Eh oh, je suis là !» C'est pénible. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien être dans la lune. Bah, l'hypnose, c'est un petit peu ça. Voilà. Sauf que là, le thérapeute va en plus aller donner des suggestions, aller donner... va en fait envoyer à l'inconscient des messages, quelque part. Des messages que l'inconscient reçoit. Voilà. Le conscient ne le reçoit pas forcément, mais l'inconscient le reçoit à 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a rien besoin de faire. Donc quand on dit, quand on peut dire des fois, chez moi ça marche pas, c'est que la personne est en résistance. La personne résiste, c'est qu'elle a quelque part, elle peut avoir peur. Ça peut se comprendre, hein, une personne qui va traiter un traumatisme ou quelque chose de profond, quelque chose de lourd, ça peut se comprendre, même quand on peut travailler un deuil par exemple, ça peut se comprendre qu'elle ait du mal à lâcher et à se dire bon voilà, je me laisse faire, je me laisse me détendre. Mais tout le monde est réceptif. On a tous le même cerveau. Par contre, on n'a pas tous effectivement cette même capacité à lâcher prise. Et puis, il faut aussi accepter que par moment, c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Et quand on voit par exemple des personnes, je vois plus...
enfin de ce que j'ai entendu dire, parce que moi je traite pas l'arrêt du tabac, mais par exemple des personnes qui veulent essayer d'arrêter, qui veulent arrêter de fumer, elles vont voir quelqu'un qui va faire de l'hypnose, par exemple, elles vont faire une séance, 2 séances peut-être, elles vont réussir à arrêter, puis elles vont recommencer, etc. Mais il y a des personnes, on va entendre, non mais moi j'ai été faire de l'hypnose pour arrêter le tabac, ça marche pas. Mais en fait, il faut juste accepter que la personne, c'était pas le bon moment pour elle, c'est qu'elle n'était pas prête. Il y a peut-être d'autres choses à lever aussi. Alors moi, j'aime à dire, j'aime à penser, et c'est mon approche, j'aime la pratique de l'hypnose intensive. Dans le sens, c'est pas qu'on va non plus se bourrer le crâne avec des choses, c'est pas du tout ça. C'est que, en tout cas, sur les problématiques que je traite avec les personnes, je pense que, comme on dit, un train peut en cacher un autre. Voilà. L'expression un train peut en cacher un autre, pour moi, par exemple, quand on me dit, voilà, j'ai des compulsions alimentaires ou je suis addict au sucre, derrière ça cache mais plein de choses. Ça peut cacher plein de choses. Voilà, de blessures, de peurs, du stress, enfin il y a plein de sources en fait, il y a plein de causes. Donc on peut traiter une addiction au sucre par exemple, mais si on ne permet pas à l'inconscient de lâcher aussi sur d'autres peurs, d'autres blocages qu'il peut y avoir, il faut savoir que l'inconscient, beaucoup en tout cas de notre inconscient, de nos croyances aussi, parce que des fois on dit non mais moi je suis sûre que, ou quand on dit, j'ai des fois accompagné des personnes qui me disaient après 60 ans maintenant, mais après 60 ans on peut pas perdre de poids. Ça c'est une croyance en fait. Ça c'est typiquement une croyance. Ou moi par exemple, dans ma famille on a tous toujours été ronds et on a tous toujours été forts. Donc moi je suis forte. Ça c'est une croyance. Et ça se lève, et ça se débloque. Il n'y a pas de fatalité. Tout est dans l'esprit, tout est dans la tête. Je le redis parce que je crois que je le dis à chaque fois que je vous parle, enfin en tout cas j'en parle très souvent, c'est que toutes les pensées que vous allez avoir dans votre tête, vous allez les manifester. Donc si vous pensez que vous n'y arriverez jamais, non, vous n'y arriverez jamais. Si vous pensez que vous ne le méritez pas, non, vous le mériterez pas. C'est hyper important de faire attention à toutes ces croyances. Et encore une fois, par exemple, quand je commence les accompagnements avec les personnes, j'essaie souvent de les reconnecter à leur corps parce qu'elles ont un dégoût de leur corps, elles le mettent complètement à côté, elles sont en déni total de lui, alors qu'elles font partie de lui. Donc j'en avais parlé déjà dans le dernier live, de se reconnecter à son corps. Mais quand, tous les jours, depuis des années, vous vous dites, vous regardez dans le miroir et vous vous dites « je suis moche, je suis grosse, je suis pas belle, t'es nulle », on finit par le croire. On finit par le croire et ça se manifeste. Donc soyez hyper vigilante, vraiment, je vous le dis avec une grande, avec une grande bienveillance, de vraiment faire attention à vos pensées et à ce que vous verbalisez vis-à-vis de vous-même. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'hypnose ? Alors si je reviens quand même un petit peu sur le côté est-ce que ça marche, question, qui se demande si un Doliprane ça marche? Quand vous avez mal à la tête, si vous prenez un médicament, par exemple du Doliprane, qui se pose la question est-ce que ça marche? On ne se pose pas la question. On nous a dit que ça marchait, donc ça marche. Par contre, si vous avez un doute, mais sur n'importe quoi, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Si vous avez un doute ou si vous n'y croyez pas, il n'y a aucune chance que ça marche. Aucune. Donc, encore une fois, c'est aussi une question de croyance, de pensée, et que il n'y a pas, en fait, c'est pour ça quand on me dit, ouais, je vais tester l'hypnose. Ça se teste pas, l'hypnose. On y va. On y va et on fait. Parce qu'on a envie de changer, parce qu'on a envie de s'en sortir. Je précise juste que l'hypnose marche quand on a envie de changer. Si on n'a pas envie de changer ou de se remettre en question ou de revoir des habitudes, aucun intérêt. La détente peut-être. Voilà, la détente. Mais quand vraiment on a envie que ça marche, ça fonctionne bien. Je vais vous dire juste un truc avant de passer à la petite séance quand même, parce qu'il y en a peut-être qui sont venus que pour ça. Désolée, je parle beaucoup. Je vais vous dire quelque chose, c'est que j'ai été formée à l'hypnose. Mon avant-après formation, c'est incroyable.
Alors on était dans de l'intensif, hein, parce qu'on pratiquait beaucoup l'hypnose, on était vraiment dans de la pratique. Donc un coup on était celui qui faisait l'hypnose, le thérapeute, et puis un coup on faisait la personne qui voulait changer. Et donc on ingurgitait 4-5 séances d'hypnose par jour pendant 3 longues semaines. C'est pas très compliqué à apprendre, hein, c'est 3 semaines intensif, hein, très costaud, mais voilà, c'est assez rapide à apprendre comme technique. Et ben au bout des 3 semaines, alors c'est pas quand je suis sortie, j'étais complètement changée, mais j'ai levé un nombre incroyable de choses, de peurs, de doutes sur moi, de plein de choses, parce on étudie plusieurs thématiques aussi. Et puis je me suis rendu compte que 2-3 mois après, je me sentais libérée en fait. Je sais pas comment l'exprimer, mais je me sentais des petites ailes. Alors c'est vrai que ça a été de l'intensif et puis sur plein de choses, mais c'est pour vous dire que même une formation, en fait, tous ceux du groupe, on a été plus ou moins, on a été en thérapie quoi. Clairement. Mais un bon thérapeute, il sait se soigner aussi, il sait se remettre en question. Enfin, il a déjà fait un chemin, c'est ça que je veux dire. Il a déjà fait un chemin. À mon sens, en tout cas, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'un thérapeute, quelle que soit sa discipline, hein, sophro, hypnose, toutes les disciplines, pour moi, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui a déjà fait un chemin personnel et qui vient quelque part transmettre quelque chose. Voilà, pour moi, c'est la définition d'un thérapeute.